Ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. 19e de Ligue 1, une seule victoire lors des 19e derniers matchs du FC Nantes et leur deuxième victoire au Parc des Princes, totalement inattendue face à des Parisiens complètement amorphes et pas concernés par ce match. Et très franchement, il y aura plein de choses à dire parce que en ce mardi, il y a beaucoup d'interrogations. C'est peut-être pas étonnant de voir le PSG être aussi décevant, mais après un revers, entre guillemets, un match nul de Lille contre Monaco, on s'attendait à mieux, les gars. Ouais. Je t'en prie, Nams. Ouais, c'est sûr, on s'attendait à mieux, on s'attendait à autre chose. Cette défaite, elle est surprenante, mais dans le fond, pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit dans l'intro, Rafik, Paris, on s'attend à rien avec eux parce que vu leur médiocrité contre les gros et aussi contre les petits, mais là, Nantes n'avait rien montré jusqu'à présent cette saison. C'est limite leur premier gros match de la saison. C'est quand même étonnant de voir que Paris est capable à ce point-là de baisser la tête contre une équipe aussi mal en point dans le classement. Ouais, clairement. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui choisissent leur match. Là, vraiment, je vais parler rapidement de Mbappé. On sent qu'il a pas envie de le jouer le match. Vraiment, pour moi, il veut pas le jouer ce match. Mais il est sur le terrain, mais voilà, on dirait ça lui fait chier, comme certains Parisiens, de jouer contre le FC Nantes. Après, il faut aussi comprendre que le match contre le PSG, le Barcelone PSG, ça, c'est vraiment un cas exceptionnel cette saison. Mais sinon, toute la saison, le PSG n'est pas bon. Le PSG n'est pas bon. On est toujours dans la même continuité. En fait, je suis vraiment pas étonné encore de cette prestation du PSG. C'est le PSG qu'on a depuis le début de saison. Je le répète à chaque fois à chaque podcast avec toi, Raphaël, mais vraiment c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours un manque de création dans les 30 derniers mètres quand il n'y a pas Neymar, c'est toujours une stérilité quand une équipe défend avec un bloc bas et resserré, et en plus maintenant les équipes arrivent à nous punir en contre-attaque comme l'a très bien fait le FC Nantes. Paris pouvait passer leader de Ligue 1 enfin après une victoire. La place de leader lui tendait les bras. Et comme tu le disais dans un podcast avant le match contre le FC Barcelone, ou même après le match aller contre le FC Barcelone, je dirais, Mbappé a fait une grosse prestation. Et l'idée en fait de cette prestation, c'était qu'elle se répercute sur les semaines à venir, qu'il puisse reprendre une certaine assurance, qu'il puisse être régulier et performant. Et c'est pas le cas. Et on va revenir sur ce match parce que, comme tu l'as également bien dit, ça n'a pas été le seul. Donc Paris s'est présenté devant le FC Nantes de Antoine Camboiré, qui plus est, parce que très franchement, un Nantes avec Camboiré, je me suis dit, si le Camboiré gagnerait au parc avec le FC Nantes, franchement, fallait se lever tôt pour y croire. Mais Paris s'est avancé face à Nantes avec Navas dans les buts, Dagba à droite, et lui aussi on va en parler de lui parce que il va bientôt avoir 23 ans, hein, le coco, hein, mais il y a un moment donné, va falloir hausser le niveau de jeu. Marquinhos, Kimpembe dans l'axe, Diallo à gauche, qui pour le coup Diallo a fait une bonne rentrée contre le Barça au match retour. Rafinha et Verratti pour une fois alignés aux dépens de Paredes qui était sur le banc. Donc, très franchement, j'étais très friand et optimiste parce que Rafinha c'était l'une des rares satisfactions sur Raphaël, maintenant faut dire Raphaël. Raphaël Alcantara. Parce qu'il y a écrit Raphaël maintenant derrière il faut qu'il y ait son maillot. Ça a toujours été, il a toujours eu Raphaël avec le maillot parisien. Ah oui, ok, d'accord. Et Danilo en point de base pour la sentinelle et une attaque à 3 avec Draxler qui a vraiment prouvé à Pochettino qu'il pouvait lui faire confiance à gauche, Di Maria à droite qui vient de prolonger avec le Paris Saint-Germain pour une année supplémentaire. On y reviendra par la suite à la fin du podcast. Et Mbappé 7 fois en pointe. Donc une des rares fois cette saison où Mbappé joue seul en pointe. Donc c'était assez étonnant et ça aurait pu se comprendre en termes de choix. Les gars, on va revenir sur le début de match parce que le seul qui a tiré son épingle du jeu au début, c'était Di Maria. C'était l'un des rares offensivement à tenter des choses, même si les Parisiens
construisait plutôt bien, on voyait des enchaînements, Rafinha qui trouvait les 3 attaquants devant, ça combinait, etc. Mais voilà, les 15 premières minutes, Nams, je sais pas toi ce que t'as pensé, mais même si c'était pas le grand PSG, moi je sentais que Paris rentrait bien dans le match et que la soirée allait bien se passer. Oui, voilà. Paris est bien rentré dans le match, a plutôt bien commencé. Et rien ne laissait présager ce qu'on a vu par la suite. Et c'est justement après ce bon début de match et après le but marqué, justement, que Paris est un peu retombé dans certains travers de ces dernières semaines, c'est-à-dire reculer. Et on comprend pas pourquoi, justement, on comprend pas, alors qu'il faut pousser, il faut enfoncer le clou. Et Paris a reculé, c'est inexplicable, c'est incompréhensible. Tu recules contre le Barça parce que tu as des buts d'avance, etc. Tu vas pas appuyer le fait, mais tu peux un peu le comprendre là contre Nantes, alors que Nantes n'était pas. Ouais, Rafik. Pas reculer. J'ai pas compris. Pas reculer. Nams, tu trouves que le PSG est reculé contre le FC Nantes? Oui, dans le sens, oui, subir. Surtout en deuxième mi-temps, ça a été un PSG un peu plus que méconnaissable. Enfin, pour moi, c'est surtout un FC Nantes qui arrivait facilement à jouer verticalement et à nous tuer. Mais sinon, le PSG était quasiment tout le match dans le camp nantais, mais c'était stérile. C'était stérile. C'était stérile et on a vu que Di Maria a tenté sa chance de loin. Il a fait un bel enroulé que Lafont claque en corner. Marquinhos également qui ne trouve pas le cadre juste après. 20e minute et là c'est le premier fait du match. C'est l'action où Kolo Muani prend le large sur Kimpembe et tombe dans la surface. En fait c'est Marquinhos qui fait l'erreur au début de l'action et Kimpembe qui fait faute. L'arbitre va vérifier avec la VAR. C'est pas que. Non, c'est Kolo Muani. C'est pas Traoré qui tombe dans la surface? Du tout, c'est Kolo Muani. Ah oui, c'est Kolo Muani. Il s'exprime à la mi-temps. À la mi-temps, il parle au micro de Canal en disant ouais, j'ai été touché. Bon voilà. Mais en tout cas, c'est une erreur de Marquinhos qui me Kimpembe. Ouais. C'est assez litigieux pour vous, faute ou pas? Franchement, c'est assez sévère pour les Nantais. Ouais, c'est sévère pour Nantes. Pour moi, c'est sévère. C'est sévère. Parce qu'il y a quand même le contact. Tu sens qu'il y a opposition. Et même si la faute est pas flagrante à vitesse réelle, quand même. Il y a quand même le contact et le penalty aurait pu être sifflé, mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas eu de penalty. Et pareil, on voit que Navas doit s'interposer 10 minutes après, quand sur le côté droit, il y a le centre en retrait du Nantais, repris par Blas en première intention, et Navas réflexe sur sa ligne. Encore une fois, hein, encore Navas qui sauve les meubles. 2 minutes après, Touré qui attaque et qui fait une frappe qui a été contrée. Enfin, là, à ce moment-là, tu te dis, mais Nantes renverse la vapeur. C'est... Juste parce que là tu parles de Touré, mais moi en vrai le FC Nantes je regarde pas le FC Nantes que les fois où il joue contre le PSG, mais jamais je regardais un FC Nantes contre Nîmes, mais et là j'ai vraiment vu le joueur là, Abdoulaye Touré, mais c'est gestuel comment il se déplace, etc. Mais on dirait pas du tout un joueur de Ligue 1, mais on dirait un joueur de PH, mais vraiment c'est pas pour être méchant avec lui, je dis pas que je dis pas qu'il est nul, mais loin, mais vous voyez comment il se déplace. Moi vraiment j'ai trouvé ça drôle comment il se déplace. Ah, c'est vrai que j'ai fait attention, c'est vrai que mais moi je regarde quelquefois Nantes dans le multi-Ligue 1 le dimanche, mais c'est vrai que il a une gestuelle assez particulière, mais bon dans tous les cas Nams. Ouais, si, sa gestuelle elle est assez particulière, elle est assez spéciale. Ouais, c'est vrai qu'il a une dégaine qui est pas esthétiquement attrayante à première vue. Et là, voilà. et là, on voit. Bon, c'est vrai que Di Maria, à la 10 minutes avant la fin, pareil, c'est le seul Parisien qui a vraiment été super dangereux, qui a encore tenté un enroulé, qui est passé pas loin de la lucarne. Et Paris qui va ouvrir le score, on va le dire, hein, très franchement, de manière miraculeuse, parce que le début de l'action était bien orchestré par Rafinha, mais la passe qui arrive au final, qui est contrée par le Nantais et qui retombe dans les pieds de Draxler à l'entrée de la surface tout seul, qui a plus qu'à croiser du pied gauche. Moi, clairement, j'étais content pour lui parce que c'est mérité par rapport à sa belle forme. Mais 1-0 à la mi-temps, c'est cher payé quand même, les gars. Ah oui, pas qu'un peu. Alors là, franchement, partir à la mi-temps avec l'avantage au score 1-0, ouais, vu ce qui a été montré, c'est quand même assez miraculeux. Et on verra justement par la suite que ce miracle n'aura pas fait long feu. La fin du premier quart d'heure, quand même, Rafi, qui a été intéressant, parce que j'ai oublié de mentionner aussi la frappe de Rafinha qui a été claquée par Alban Lafont, qui fait un très gros match. Mais à la mi-temps, là, il y a un 0 à la mi-temps, tu te dis,
c'est bon, Paris va en mettre un deuxième, fini, fin du bal, ou tu te sentais vraiment Nantes capable de revenir au score? Bah, honnêtement, pour moi, on n'était pas à l'abri. On n'était pas à l'abri. Genre à 1-0, t'étais là en mode on pouvait perdre 2-1. J'irai pas jusque-là, mais pour moi, on pouvait faire 1-1, se faire punir sur un contre. On fait de plus en plus d'erreurs, mais cette saison, le nombre de passes qu'on rate dans notre partie de terrain, dans notre milieu de terrain, mais c'est fou. Il y en a déjà dans ce match, il y a dû avoir 3, 4, même plus de passes ratées dans notre moitié de terrain. C'est pas quelque chose qui ressemble au PSG. Le PSG des années précédentes était quand même très solide dans sa moitié de terrain. Elle s'arrivait à bien ressortir. C'était plutôt précis dans les passes. Maintenant, il y a tellement de passes ratées que en fait, on peut se faire punir à tout moment. Et donc, moi, vraiment, j'ai plus je suis plus quand on est devant le score, je suis plus autant rassuré que l'année dernière ou les années précédentes. C'est surtout que le PSG cette année a déjà perdu en menant au score. On pense notamment à Monaco quand on perd 3-2. On pense notamment à Lorient où on perd également 3-2. Où on menait 2-0 à chaque fois. Donc c'est clair qu'un but d'avance, ça peut être vite rattrapé. Et la deuxième mi-temps, il commence pas non plus très bien parce que Mbappé, comme en première mi-temps, rate encore des occasions. Soit il tire sur le gardien de manière toute molle avec sa frappe que j'ai même pas mentionné en première mi-temps parce que ça servait tellement à rien, tellement l'occasion n'avait même pas le mérite d'être éclairée. Deuxième mi-temps, il fait encore une frappe trop croisée. Rafinha qui avait pris un jaune en première mi-temps, si je me trompe pas. Non, il a pris un jaune. Là, il venait de prendre un jaune. Il a failli reprendre un deuxième jaune dans la foulée. Là, tu te dis, Paris n'est pas capable de terminer le travail et a failli prendre la sentence du carton rouge. Et là, tu te dis, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, t'as Icardi qui rentre en jeu, Rafinha qui sort parce qu'il a déjà un jaune, etc. Et là, là, il y a un moment de tension, les gars, parce que moi, je sais pas si vous avez vu le match comme moi, mais déjà, tu te dis, Rafinha, il sort. Moi, j'étais un peu contre parce que je trouve que Rafinha ne bénéficie pas assez de temps de jeu. Là, tu fais rentrer Icardi dans un système totalement inédit. Et là, on va venir au passage Leonardo Pochettino où tu les vois discuter, une image assez inédite. Et en fait, on comprend pas. Et une minute après, Mbappé Kylian qui te fait une passe en retrait pour Colomboigny qui intercepte, qui dribble Marquinhos et qui fusille Navas un partout à la 60e minute. Et là, je vais en venir vraiment à Mbappé. Parce que Mbappé, on l'a beaucoup critiqué à juste titre. On l'a aussi vanté à juste titre. Mais là, il y a un moment donné, il y a une attitude à avoir. Quand on porte le mode du Paris Saint-Germain, je vais te donner la parole Nams. Quand on porte le mode du Paris Saint-Germain, il y a un moment donné, tu as un salaire, tu as un statut. Même dans les matchs comme ça, il faut montrer un minimum d'envie, un minimum de motivation. Et je comprends pas comment ce mec, même dans des matchs comme ça, n'est pas capable de faire au moins semblant. C'est-à-dire que quand tu rates ta passe ou quand tu fais pas le pressing parce que tu cours pas et que tu fais une passe aussi médiocre à l'adversaire et que à peine tu reviens courir pour essayer de rattraper ta connerie ou juste t'excuser ou montrer un peu d'empathie par rapport à ton équipe que tu as mis dans la merde clairement, et ben moi je trouve que c'est inacceptable. Et clairement ce genre d'attitude n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, surtout toi Nams, mais cette passe symbolise le néant de Mbappé sur cette rencontre et sur ces derniers matchs. C'est ça. Je pense que beaucoup ont peut-être pensé que voilà, après sa prestation au Camp Nou, il a fait sa prestation et voilà, il pouvait bomber le torse ou autre et qu'il était arrivé. Mais non, ce genre de prestation, c'est ce qu'on attend souvent de lui. On attend qu'il en fasse régulièrement, vu son statut, vu ce qu'il représente aux yeux du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on attend de lui quasiment tous les week-ends. Alors, on n'attend pas que tu marques forcément chaque week-end, que tu sois excellent chaque week-end, mais que tu, au moins, en termes d'envie, en termes de professionnalisme, que tu répondes présent. Tu vois, et ça, c'est pas le cas. Quand tu vois cette passe, déjà son positionnement où il est placé, il se permet de dribbler et faire cette passe, mais à quel moment, qu'est-ce que, ça symbolise vraiment un manque d'envie, un manque de, un je m'en foutisme. C'est exactement ça. Et en fait, il en a rien à foutre, c'est pas possible pour moi de faire ça, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que c'est pas possible et c'est totalement incompréhensible quand on estime avoir un âge où on commence à prendre de la maturité et mine de rien, ça fait 4 ans qu'il est au PSG. Tu dois te montrer l'exemple par rapport à d'autres joueurs plus jeunes que lui ou même plus, qui doivent davantage faire leurs preuves et lui reste trop sur ses acquis et ça handicape le PSG. Ce qui se passe ensuite, Di Maria sort au défense de Paredes et on va noter que
Di Maria qui a été victime, enfin la famille des Di Maria a été victime d'un homejacking avec violence, comme Marquinhos, mais on le savait pas à ce moment-là. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez particulier parce que c'est rare de voir un entraîneur quitter son banc pendant quelques minutes et au moment où son équipe est en train de couler en plus, hein, parce que il y a les deux phases. Hein. Il y a le fait que le coach quitte son banc et quitte même la pelouse, enfin retourne dans les vestiaires et que son équipe est en train de couler sur le terrain. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Et jusqu'au deuxième but où Touré part vers le but et sert Simon parce que clairement la défense avait totalement mal géré le contre. Et c'est encore une fois Kolo Muani qui s'était échappé dans le dos de Kimpembe et Simon qui marque pour le 2-1. Mm-hmm. Clairement, c'est dur en fait d'expliquer ce qui se passe. Déjà, juste pour Nami rapidement, pour moi c'est mérité pour le FC Nantes cette victoire. Hein. Vraiment c'est mérité. Ils ont fait un vrai match sérieux du début à la fin. C'était pas uniquement 2 tirs dans le match, 2 buts. Ils ont eu deux occasions, 2-3 occasions en plus des 2 buts. Vraiment mérité. Ils ont très bien joué les coups. Ils ont très très bien joué verticalement. Vraiment, c'était. Moi, je trouve que le but ou d'autres actions, c'était très très bien exécuté. Vraiment, chapeau au FC Nantes. Et surtout que il faut savoir, je l'ai pas mentionné, la formation de Nantes, mais la formation qu'a proposée Camboré était totalement inédite avec une défense à 3. Mm-hmm. Nantes s'est présenté au Parc des Princes avec une formation totalement inédite, avec cette défense totalement nouvelle. C'est encore plus noble à eux en fait de réussir ce coup. Bon, même si ça n'a pas arrangé les affaires de Nantes sur le court terme parce qu'ils sont encore dans la zone rouge, mais c'est quand même beau de voir des Nantais essayer des choses au Parc des Princes qui plus est et de gagner avec la manière. Mm-hmm. Et là, du coup, ça fait 2-1 pour Nantes. Même si la VAR a mis du temps à valider le but, Paris essaie de revenir. Et là, le truc il est beau quand même. Hein. Ce but, faut le dire, il est beau. Oui. C'est très bien exécuté. Hein. Très bien exécuté. En plus, entre la course et la passe, la justesse de la passe. Ouais. Franchement, moi, sur le coup, l'action m'a beaucoup impressionné. Parce qu'il est en pleine course et que cette passe dans la course de Simon soit aussi juste. Franchement, c'est fort. Elle est pas facile. T'as raison de le dire, Nams. Elle est pas facile cette passe. Et là, Paris, la chose qui m'a énervé, Nams, je vais te relancer là-dessus, c'est que Paris a attendu la 80e minute pour se réveiller. Paris, Mbappé a commencé à faire ses accélérations. Verratti qui venait de faire une percée dans le milieu dans l'axe du but, qui est rentré dans les 20 mètres. Il est même rentré dans la surface et il a été repris. Et là, je veux revenir, c'est que j'ai parlé de Mbappé, mais Verratti a été catastrophique dimanche soir. Et pire, c'est que en plus d'être catastrophique, on voit qu'il n'arrive pas. Alors là, je vais mettre le point dessus. Il a un problème avec les frappes. C'est-à-dire qu'on est dans un football maintenant qui est toujours dirigé par la data, etc. Et quand tu es milieu de terrain et que tu dois apporter plus que des passes ou des récupérations de balles, il faut que tu tentes ta chance parce que maintenant c'est le football moderne. On voit que Verratti, tu rentres dans la surface, tu as la place pour tirer. Il ne tire jamais. Et ça me rend ouf. Ça me rend dingue. Il a jamais eu l'habitude de faire ça. Ouais, mais il y a un moment donné, quand tu perds et que tu portes la balle, tu rentres dans la surface, tu veux faire quoi? Le mec, il préférait s'empaler contre le mec que de tirer. C'est quoi ça? Au bout d'un moment, il faut tirer. Hein, faut se faire violence. On a besoin que tu frappes. Faut frapper. Faire la passe, au bout d'un moment, on veut bien. C'est bien sympa, mais faut être décisif. Il y a plusieurs manières d'être décisif. Alors, les passes, c'est bien beau, mais des fois, si t'es dans une situation où il faut frapper, frappe. On ne te reprochera jamais de frapper, de tirer au but. C'est pas possible. Ah, c'est compliqué. Et puis, surtout qu'on arrivait vers la fin, Paris se réveillait, mais Nantes était bien en bloc. Une minute après, Paredes qui enchaîne sur l'action qui suit, grosse frappe, mais Lafont repousse. Qui, pour moi, Alban Lafont, après Kolo Muani, est clairement le deuxième homme fort de l'équipe de Nantes. Et sur les dernières minutes, Paris qui pousse, mais pas assez dangereux à mon sens pour inquiéter Lafont, avec quelques frappes et également un dernier coup franc de Paredes qui l'a très mal tiré. Et j'ai pas abordé aussi les centres et coups francs qui n'allaient même pas dans le paquet. Le Paris Saint-Germain qui a vraiment du mal avec les centres sur coup de pied arrêté, que ce soit les coups francs excentrés ou les corners. Et les ça, corners, clairement, c'est catastrophique. Quand tu vois Mbappé tirer un corner, je suis désolé. Oui, alors, à un moment donné, lui et Paredes là. On dirait Harry Kane à l'Euro 2016 quand il tirait le corner au troisième poteau. Je me suis demandé pourquoi les amis de Rafik. Pourquoi il allait tirer les corners. Honnêtement, c'est incompréhensible. Pourquoi Mbappé va tirer les corners? Parce qu'il fait l'ancien. C'est parce qu'il fait l'ancien.
C'est grave. Il fait l'ancien, mais c'est à un moment donné, tu joues contre une équipe, si t'es même pas capable, même en jouant à 50%, de faire des choses un minimum créatives face à cette équipe. Moi, je comprends pas. Tu vois des mecs comme, putain, mais je parle de Mbappé, mais je parle aussi de Verratti, je parle aussi de Icardi. Son entrée a été fantomatique, encore une fois. Et défensivement, je suis désolé, Kimpembe, Marquinhos avec ses erreurs, Kimpembe, c'est compliqué. Et là, je vais en revenir, c'est Dagba. Qu'est-ce qu'il fout au PSG? Là, titulaire. Tu parlais de Bakker il y a quelques semaines, quelques mois, Rafik. Ouais. Dagba, il va avoir 23 ans. Mais il n'a pas le niveau Ligue 1. Dagba n'a pas le niveau Ligue 1. C'est vrai. Il n'y a pas le À Lorient, à Nîmes, à majorité d'équipes de Ligue 1, il n'est pas titulaire. Dagba, je le dis, je le redis. Herjo, bon, il joue c'est arrière gauche au FC Lorient, arrière gauche il a 35 ans, il est plus fort que Dagba, Herjo. Mais oui, en fait, je comprends pas. Dagba, il a le ballon, il fixe et il fait les passes en retrait. Il fixe et il tente une petite accel et il se fait enfermer. Du coup, il retourne sur ses pas et il fait une passe en arrière. C'est Dagba. Il apporte pas de valeur ajoutée, pas de plus-value. Et oui, il a fait un bon centre en première mi-temps et Mbappé a foiré comme d'hab. Et voilà. Ouais. Mais non, mais sérieux, c'est compliqué. Comment il a foiré? Ah non, mais c'est trop. Il m'a fait penser à Ronaldo quand il ratait ses contrôles contre le FC Porto en prolongation. Il ratait des contrôles tellement faciles. Enfin. Non, c'était gratuit pour Ronaldo, parce que c'est vrai qu'il a été l'auteur d'un triplé à Cagliari ce week-end, donc c'était super gratuit. Mais du moins, le Paris Saint-Germain qui se retrouve encore au pied de la première place, la première place lui tendait les bras. Nantes qui arrive à revenir à 1 point de Lorient pour la place de non relégable, enfin de non barragiste plutôt pour cette fin de saison. Donc Paris qui est déjà à 7 défaites, écoutez-moi bien, 7 défaites en 29 matchs, il en reste 9. C'est-à-dire qu'ils ont battu leur record de défaites depuis le record de défaite était de. Comment? Ouais, mais il a déjà été battu le record de défaite. C'est pas à cause de cette défaite. Justement, mais ça veut dire que là, il y a 2 défaites en plus. Ça peut monter à 10. Hein. Ah, mais ça peut monter à 10, surtout que Paris doit encore jouer contre Lyon et Lille, les gars. Ah ouais, putain. C'est compliqué. On va venir au top et flop. Parce que en top, j'ai quand même envie de mettre 2 mecs au Paris Saint-Germain. Danilo, parce que Danilo, ça a été le seul qui a eu un visage cohérent avec Di Maria qui est dans mon deuxième top, pardon. Parce que Danilo, franchement, en matière d'impact, en matière de relance propre, etc., ça a été l'un des seuls à perdre le moins de ballons. Il a toujours été présent, il perdait peu de duels, et heureusement qu'il était là parce que sinon, en première mi-temps, Paris aurait pu concéder beaucoup plus d'occasions que ça. Et Di Maria, sur sa capacité à être présent, ses tentatives, même s'il n'a pas marqué, on a senti qu'il proposait des choses, et voilà. Donc je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, mais moi c'est mes 2 tops. Pour moi il n'y avait pas de top. Enfin, pour moi il n'y avait pas de top. Pour moi c'est vraiment un échec collectif. Il n'y a pas, pour moi, allez, je vais être d'accord avec tes 2 tops et je vais pas être. Vous savez quoi? Je vais rajouter un petit troisième top, peut-être Rafinha. Rafinha, pour moi, il aussi, dans les 30 derniers mètres, il essayait d'apporter un peu de création avec des propositions de 1-2. Il est toujours, après une passe, il a toujours ce mouvement pour reproposer. Pour moi, il avait des bonnes intentions, donc je le mettrais en troisième top. Moi, Rafinha, j'ai du mal à le mettre en top parce qu'il a failli prendre un carton rouge. Il a failli prendre un carton rouge bête, et même si ça enlève pas ce qu'il a fait de bien, ce que je conçois, s'il prend le rouge, c'est compliqué. Il faut soit le match. Et Rafinha il a été agressif dans l'impact, il a été même trop agressif. Et même s'il a apporté du bien, je trouve que le fait qu'il sorte aussitôt, à cause de ça a un peu entaché sa prestation. Mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout dans mes flops. Nams, je vais te laisser te donner tes flops. Si tu en as combien, tu me dis lesquels tu mets dans l'ordre, mais donne-moi les flops que tu penserais mettre, et Rafik aussi. Alors, niveau flop, oh là là, ça va être compliqué parce que quasiment tous étaient des flops. Ça va être compliqué, mais je dirais en numéro 1, Mbappé. Très décevant son attitude. Mais cette passe qui est scandaleuse, mais vraiment scandaleuse, honteuse. En deuxième, qui je pourrais mettre? Kimpembe qui a beaucoup déçu quand même. Il n'a pas été très bon. Il n'a pas été bon du tout, pas vraiment présent. Et je pourrais dire aussi peut-être Marquinhos qui m'a un peu, vous savez, sur le premier but, ça m'a un peu étonné de voir Marquinhos se faire effacer de la sorte.
Alors, est-ce qu'il a voulu éviter le penalty parce que s'il touche, s'il y a contact, c'est penalty et peut-être rouge, fort probablement rouge. Mais c'est assez rare de voir Marquinhos se faire effacer de la sorte et c'est assez symbolique de la prestation défensive du PSG. Bon, après, je pourrais mettre aussi Dagba, qui est un latéral qui ne monte pas, hein, qui est un latéral qui ne se projette pas vers l'avant. Et ouais, je pense que oui, voilà mes flops. Hein. T'es d'accord, toi, Rafik? T'as d'autres noms à rajouter? Ouais, je suis globalement d'accord avec ce que Nams a dit. Paredes. Surtout, non, mais Paredes vraiment, mais de toute façon, mais c'est vraiment, j'ai même plus envie je suis fatigué de parler de Paredes. La rentrée de Paredes a été un peu la même signification que, je sais pas si vous regardez Koh-Lanta, mais il a été aussi utile que Sylviane dans l'épisode 1 du. Ah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Elle s'est fait virer, elle a absolument rien apporté, on la calcule pas, elle est partie comme si de rien n'était. Oh, c'est dur ça. non, c'est vrai qu'il a tenté. Ouais. Juste par rapport au flop de Nams, c'est vrai que la défense parisienne, la défense centrale, pour moi, Marquinhos Kimpembe, vraiment, c'est de base, c'est une défense centrale qui me rassure, qui quand elle est en place, vraiment, je me dis, s'ils sont là, avec un Navas derrière, on est solide et on peut taper n'importe qui. Genre que ce soit en Ligue 1, il n'y a pas besoin de le dire, mais même aussi en Ligue de Champions, avec cette défense-là, on peut ne pas encaisser de but sur une confrontation aller-retour et en foutre un. Mais là, cette année, les deux, ils sont pas si rassurants que ça. Ouais, comme tu dis. Et puis, moi, en dernier flop, les gars, je vous en avais oublié un, j'en ai déjà parlé, c'est Verratti, parce que contre Barcelone, déjà, il a été fantomatique au match retour. En première mi-temps, ça va, c'est-à-dire, il a proposé quelques petites choses, mais sa deuxième mi-temps, et déjà, dans mes flops, je mets aussi la deuxième mi-temps de l'équipe en général, les 11, et plus les rentrants. Donc, Kerrer qui est rentré en jeu aussi, mais lui, bon... Chez lui, je parle de Dagba, mais Kerrer, c'est encore pire parce que pour le coup, Kerrer a coûté cher et a un statut d'international en plus. Mais Verratti, deuxième mi-temps, il a pris l'eau, il a raté plein de passes, il n'arrivait pas à ressortir les ballons, il était essoufflé le mec, il n'en pouvait plus. Et franchement, après c'est vrai qu'il n'a pas été aidé par les performances de ses partenaires, mais pour moi, Verratti, je le mets dans les flops parce que le niveau qu'il a proposé hier était vraiment indigne de son statut, clairement. Ouais, clairement. Ouais. Oh putain, les gars, vous êtes endormis ou Non, mais clairement. Non, mais de toute façon, il y a vraiment, il y a plus rien à dire. Hein. Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Mais bon, les gars. Horrible. Les gars, pour finir ce podcast, vous savez, le PSG joue contre qui le prochain match? L'Olympique Lyonnais. À Lyon. Et on connaît le PSG version QSI qui se casse beaucoup les dents à Lyon. Ça va être très compliqué. Et vous savez, c'est quoi le match qui vient ensuite? Le LOSC. Ouais. C'est compliqué, mais on va voir justement. On va voir si cette équipe a du caractère. Clairement, c'est le tournant de la. Enfin, là, tu joues ces deux matchs de la saison. Le 21 mars et le 3 avril vont être deux tournants qui vont clairement montrer les indicateurs sur cette fin de saison. C'est ça, et aussi on saura aussi le tirage au sort. Si je ne dis pas de bêtises, vendredi. Et on en saura plus sur notre adversaire. Et voilà, on a fait un bon match. Bon, je suis un peu dur, mais un vrai bon match sur sa dernière semaine. C'est le match au Camp Nou. Et il n'y a pas eu de confirmation derrière. Et contre un adversaire justement un peu plus réaliste, je pense que on peut très vite redescendre sur terre et la saison peut vite devenir très compliquée. C'est vrai que pour donner un peu de baume au cœur, c'est vrai que Lyon a concédé le nul à Reims un partout et a raté énormément d'occasions. Mais Lyon a une grosse armada offensive et ne joue pas en Coupe d'Europe, donc a plus de jus pour la Ligue 1. C'est un peu tôt pour se prononcer sur les pronostics, les gars, mais comment vous voyez cette fin de saison et surtout cette double échéance primordiale pour le titre? Ça va être dur à gérer. J'arriverai pas à me prononcer, mais j'espère que Paris saura se réveiller. J'espère qu'on aura une équipe qui fera preuve de caractère. C'est fondamental. Franchement, c'est fondamental. Parce que jouer comme Paris le fait actuellement,
Non, c'est pas digne d'un futur champion de France. Rafik, objectif 6 points ou objectif 4 points sur la double confrontation qui arrive? Bah là, honnêtement, il faut prendre. Ouais, je dirais 4 points. 4 points, parce que vraiment, faut pas dire 6 points. 6 points, ce serait là, pour moi, on rentre dans du bonus tellement le PSG est pas bon cette saison. 4 points, ça serait vraiment très très bien. Et même si on a ce calendrier chargé, chargé par rapport aux concurrents directs pour cette première place. Pour moi, c'est 4 points, c'est très bien, et je pense que Paris reste encore favori parce que c'est Lille, Lyon ou Monaco sont des équipes qui n'ont pas gagné de championnat depuis quelques années. Monaco, c'était une toute autre équipe. Du coup, on a cet avantage de l'expérience de ces dernières années pour gagner ce championnat. Pour moi, on reste encore ce favori, mais la marge est très très petite. Paris a l'expérience pour aller au bout, mais Paris n'a toujours pas battu une équipe du top 5, dis bien du top 5 de Ligue 1 cette saison. Et il va falloir montrer l'inverse et renverser la tendance face à l'Olympique Lyonnais dès dimanche soir à Lyon. Il est monté de tête. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.